relation étrange parce que il ne va pas de soi qu'un président de la République rencontre aussi longuement et aussi souvent deux journalistes d'enquête réputés pour sortir des scoops et les affaires. Donc c'est vrai que c'était particulier dès le départ. Ensuite, forte tension parce que à plusieurs reprises, durant le quinquennat de François Hollande, on a aussi sorti les scoops dans le monde. Donc tout ça a fait que les relations n'étaient jamais évidentes et les rendez-vous n'allaient jamais de soi. Et donc à plusieurs moments, ça a été compliqué. Et enfin, durant nos entretiens, on ne s'est jamais gêné pour poser les questions qui gênaient. Et donc ça n'allait pas de soi non plus pour François Hollande. C'était des interviews, purement et simplement, mais des interviews, on va dire, musclées. Pas dans le sens où c'était violent, mais dans le sens où il y avait du fond, où c'était travaillé, où on avait justement à chaque fois un objectif, on va dire, en termes de contenu, ce qu'on voulait lui demander. Et souvent, d'un rendez-vous à l'autre, on revenait sur ce qu'on lui avait demandé précédemment, parce que on estimait que des faits l'avaient mis en contradiction ou qu'il n'avait pas été assez précis, etc. Donc c'était vraiment ça. Après, entre Gérard et moi, il n'y avait pas de jeu de rôle particulier, si ce n'est que c'est toujours mieux d'être deux, je pense, notamment dans une interview, tout simplement parce que quand il y en a un qui est concentré sur la réponse de son interlocuteur, l'autre peut penser à autre chose et pour préparer la prochaine question. Et puis on se seconde, il y en a un qui peut se dire ah bah tiens, il a oublié ça, etc. Évidemment que ça changeait la nature des relations, ou en tout cas la nature de l'interview, et ça c'est très important, c'est exactement pour ça qu'on l'avait voulu. Avec Fabrice, on professe que l'interview est un genre à part. L'interview pour nous est un genre journalistique, et comme tout genre journalistique, eh bien, ça veut dire qu'il y a plusieurs règles. Et les règles, par exemple, c'est de décontenancer l'interviewé, et donc, par exemple, de l'amener sur un terrain différent, sur un terrain géographique différent, sur un terrain oral différent, sur un format horaire différent. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'on a obtenu aussi des informations et des discussions et des interviews du chef de l'État qui étaient vraiment différentes. On va dire c'est presque la définition du journalisme, c'est d'abord récupérer les choses et ensuite les hiérarchiser, les contextualiser, les découper en quelque sorte, les mettre en scène pour le lecteur. Donc la frustration, elle a été là, mais elle est toujours là en fait. Et par ailleurs, voilà, il y a le livre et puis il y a tout ce qu'on a récupéré durant cette enquête qui peut encore nous servir, qui nous servira peut-être dans le cadre d'autres enquêtes. Donc à l'arrivée, la frustration est quand même modérée par rapport à ce qu'on a pu vivre dans d'autres aventures journalistiques. On est complètement propriétaire des déclarations de François Hollande et de nos propres déclarations, puisque de toute façon, c'est un travail que nous faisons qui est un travail journalistique. Il existe ce qu'on appelle un droit de recueil qui fait qu'on utilise et on garde ce qu'on a à nous. Simplement, on n'en a pas forcément besoin. C'est-à-dire que ce qu'on a enlevé, parfois, étaient des choses qui n'étaient pas intéressantes, qui étaient de la pure langue de bois. Et malgré tout, on a quand même fait 662 pages, quoi. Donc, du coup, oui, on a beaucoup d'éléments, mais l'essentiel a été mis dans ce livre. Là, c'est très simple. On a beaucoup travaillé en amont, en se parlant, en se réunissant, en discutant, en échafaudant des hypothèses pour on va dire, faire la colonne vertébrale, la structure du livre. Une fois qu'on l'a découpé en thèmes puis en chapitres, après il a fallu rentrer dans le processus d'écriture, et là c'est très simple, on s'est réparti les chapitres tout simplement, c'est-à-dire qu'il y avait sur chaque chapitre un leader en quelque sorte, un écrivain leader, donc c'était celui qui faisait le premier jet, on va dire, on fonctionne comme ça, et ensuite c'est des allers-retours permanents, ce qui fait qu'on peut pas dire, ah bah ça, à l'arrivée, quand nous-mêmes on se relit, on peut pas dire, ah bah ça c'est mon chapitre, ça c'est le mien, alors, ça c'est le sien, c'est pas pareil. Non, je vais même vous dire, même en relisant parfois comme ça au hasard des interviews où je dois replonger dans le livre, je relis des passages, je ne sais même plus qui les a écrits en fait. Première chose, il fallait, à notre sens, évidemment faire un gros livre, parce qu'il fallait faire un livre qui ait du sens, et donc pour avoir du sens, il faut du fond, et du fond, il faut de la place. Et ensuite, il fallait aussi que nous fassions quelque chose qui aille au-delà du simple recueil de confidences. Et donc, il a fallu pour ça dégager une structure, et donc on s'est vraiment pris la tête avec Fabrice longuement. On s'est fait une semaine de réflexion au fin fond de la Normandie pour réussir à dégager une structure narrative, une arche narrative qui puisse
expliquer concrètement ce que fut ce quinquennat et ne pas s'en tenir à un truc qui aurait été extrêmement simple, c'est-à-dire faire des chapitres chronologiques au fur et à mesure du quinquennat avec nos rencontres. C'est un peu ce qu'avaient fait les autres livres qui sont parus sur François Hollande. Nous, on voulait donner du sens. En fait, pendant 4 ans, on n'a pas touché à nos entretiens. Parfois, on les relisait pour se rappeler ce qu'il nous avait dit, pour voir s'il ne s'était pas trompé, etc. Mais sur le fond, on n'avait fait aucun découpage, rien du tout, et aucune écriture. On a écrit, j'allais dire, au dernier moment. Dans les derniers mois, on a commencé vraiment à écrire. Donc pour 2 raisons. La première, effectivement, c'est qu'il fallait que le plan soit là, la structure soit là, et ça, on n'a pu le décider qu'à la fin, puisqu'il fallait donner un sens au quinquennat. On ne pouvait pas le savoir au début, évidemment. Et puis, il y avait l'actualité, par ailleurs, qui risquait de tout bouleverser. Donc on ne pouvait pas faire autrement qu'écrire dans la dernière ligne droite. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça s'est bien passé. On va dire que la façon dont ça s'est déroulé nous a conforté dans notre idée, dans notre plan, notre structure, etc. La seule chose, c'est que ça a été un travail colossal. On y a passé vraiment nos journées, nos nuits, nos vacances, etc. Parce qu'évidemment, tellement de matériaux, tellement d'événements, tellement de choses à mettre en perspective que c'était un travail énorme. Mais on ne regrette pas du tout le plan qu'on a choisi. Oui, vous avez fait une belle enquête sur nos activités littéraires. Effectivement, il y a 5 livres qui sont parus pendant le quinquennat de François Hollande. En vérité, ça va de soi. C'est-à-dire qu'on arrive, je ne sais même pas comment l'expliquer, on arrive de manière assez naturelle avec Fabrice à dégager des sujets qui concernent directement nos activités journalistiques au sens propre du terme, c'est-à-dire pour le monde. Et c'est souvent des enquêtes qui portent sur des affaires poético-financières. Et pour nos livres, on essaye de trouver un sujet qui sorte un petit peu de ça, qui ne soit pas trop loin quand même, mais qui nous permette de dire quelque chose. Voilà. Dans nos enquêtes, pour le monde, on ne dit pas des choses, on révèle. Dans les livres, on explique, on s'implique, on donne beaucoup plus de nous parce que c'est autre chose que le simple écriture d'articles dans lesquels on est obligé de rester à distance. Oh, c'est pas aussi simple que ça. Non, je dirais pas ça quand même, parce que un livre, évidemment, c'est du fond, évidemment, mais on fait souvent dans le monde plus que des petits articles. Maintenant, de plus en plus, on fait des grandes enquêtes qui font 1 page, parfois 2 pages, parfois même des séries. On a d'ailleurs fait une série sur le quinquennat Hollande à la fin du mois d'août. Franchement, c'est du fond. Non, c'est plutôt que l'article, par définition, il répond à une exigence d'actualité. C'est quand même ça qu'il définit. On est rattaché à une actualité relativement immédiate. C'est aussi bête que ça. Après, nous, on s'aperçoit que justement, au fur et à mesure de ce qu'on peut écrire au quotidien, on s'aperçoit que le matériau amassé de manière disparate, il fait sens, en fait. Et pour regrouper ça, il n'y a rien de tel qu'un livre, en fait. On en pense que c'est un tout petit peu ce qu'on avait envisagé, parce qu'on connaît un peu le monde des médias. On savait que les phrases les plus éruptives, les plus disruptives seraient évidemment mises en avant, mais c'est toujours pareil, c'est le Moloch médiatique qui se nourrit de lui-même. Mais très sincèrement, au bout d'un moment, on savait aussi, et c'est un peu ce qui est en train de se passer, je pense, que les gens auraient enfin lu le livre complètement et se seraient rendu compte que c'est un travail d'enquête en profondeur, nuancé, équilibré, dans lequel on ne peut pas s'en tenir à des petites phrases. Ce que vous dites résume bien, effectivement, le fait que d'un côté, ceux qui ont envie de trouver des arguments contre François Hollande, je dirais, il n'y a qu'à se baisser, ils en trouvent dans ce livre, évidemment, pas mal. Et en même temps, incontestablement, ceux qui considèrent que son bilan est bien meilleur qu'on ne le dit, ont tout le loisir pour récupérer un certain nombre de phrases de nous, ou de déclarations de lui, ou d'analyses qu'il y a dans ce livre aussi, en plus des révélations, et qui vont les conforter. Et nous, ça nous va très bien, parce que nous, j'allais dire, on n'a pas à répondre sur le fait, est-ce que vous pensez que c'est bien pour lui ou pas bien. Parce qu'on n'a pas à entrer dans ce jeu-là. C'est justement, ça, c'est là où s'arrête notre rôle. C'est-à-dire que notre rôle, c'est jusqu'à recueillir les documents, recueillir les témoignages, les mettre en perspective, et après, à vous, c'est-à-dire à vous lecteurs, donc à vous citoyens, de décider si c'est bon ou mauvais pour lui. Dans tous les cas, j'allais dire, on aura rempli notre boulot, en fait. C'est tout à la fois mon meilleur ami, mon compagnon mon avant-centre préféré au football, mon compagnon de soirée, et c'est un professionnel hyper rigoureux. C'est un type absolument fidèle, attachant, généreux, et qui cache derrière
une froideur apparente, un cœur d'artichaut. Et enfin, c'est quelqu'un qui m'oblige à me dépasser, à aller toujours plus loin parce que j'ai besoin, je suis créatif, mais grâce à lui, je le suis encore plus parce que ça me permet de... je sais qu'en étant créatif, je le pousse dans ses retranchements à lui aussi. Et donc, on se pousse mutuellement. Donc, j'ai une totale confiance en lui, quoi. Donc je pourrais à peu près donner les mêmes qualités en tout cas sur le début, puisque c'est vrai que c'est voilà, moi c'est mon ami avec un grand A, et puis surtout je pense qu'on a, et c'est voilà, on a la même façon de sentir les choses et de sentir les gens, donc ça fait qu'on voilà, c'est comme mon jumeau en quelque sorte. Voilà, j'ai pas eu de frère, j'ai qu'une sœur, mais voilà, grâce à Gérard j'ai un vrai frère. Après professionnellement, je crois que c'est la secret de notre réussite, c'est que on a beaucoup de points communs, voilà, ça c'est incontestable, et c'est pour ça qu'on arrive vraiment à bosser si bien ensemble, mais on a quand même quelques particularités. Et je crois qu'il a tout ce qui me manque, il l'a. Et donc pour moi, en tout cas même égoïstement, c'est incroyable. On n'a jamais eu peur de quoi que ce soit, c'est simplement que nos familles ont été impactées par ça, et que c'était très compliqué pendant 2 ans que les enfants se lèvent chaque matin en voyant les policiers qui attendaient leur père. Voilà, c'était des moments compliqués pendant 2 ans, mais on n'a jamais vraiment eu peur. C'est juste que ça complique aussi la façon de travailler parce que ça nous oblige à prendre beaucoup de précautions. Mais on n'est jamais tombé dans la parano, jamais. Après, juste sur ce point, c'est vrai que les menaces, c'est pas le principal, mais par contre, il y a les obstacles. Et ça, ils sont nombreux, qui sont mis sur notre route régulièrement. Des procès, des pressions, des critiques, des attaques, des injures, tout ce qu'on veut. Et là, je peux vous dire que c'est bien d'être deux. Ose, toujours oser, ne jamais considérer que l'idée était irréalisable ou que c'est trop dangereux, qu'on n'arrivera pas à avoir quelqu'un au téléphone, etc. Toujours oser, aller de l'avant, et c'est la seule manière de s'en sortir, avoir du culot, oser et se risquer. Faire de l'enquête, je pense que c'est un bon créneau, c'est un bon créneau à investir. Je pense que la plus-value sera quelque chose qui permettra aux journalistes de faire la différence, de se faire repérer de plus en plus, puisqu'on est noyé, saturé devant un flot de communication. Donc ceux qui font la différence, ils auront plus de chance. Donc l'enquête, c'est un bon moyen, sortir des scoops, des infos, des interviews inédites, etc. Et après, effectivement, c'est penser que tout est possible, de fait. Et nous, nos parcours montrent qu'on peut réussir plein de choses sans avoir au départ une aide considérable, sans avoir même de diplôme incroyable, etc. Merci beaucoup. Merci.